Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, pour vous apporter le meilleur de l'information. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais comme quelqu'un nous l'a appris un jour, ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. Et on espère tout simplement que les jeunes Africains vont justement se réveiller. Notre interrogation du jour, embargo franco-onusien sur les armes, la Russie, une alternative objective? En tout cas, nous continuons à nous interroger. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 29 juillet 2021 une résolution visant à prolonger l'embargo sur les armes destinées à la République centrafricaine jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, pour dire court, dans quelques jours, cet embargo va devoir s'arrêter. Ainsi que le mandat du groupe d'experts assistant le comité des sanctions contre la République centrafricaine jusqu'au 31 août 2022. Cela veut dire un mois seulement, jour pour jour. Eh bien, ce groupe d'experts va devoir arrêter justement de vivre du côté de la République centrafricaine. Avec 14 voix pour, aucune contre et une abstention de la Chine, le Conseil de sécurité avait donc adopté en juillet 2021 une résolution visant à empêcher les groupes armés d'acquérir un arsenal et de l'utiliser contre les civils, les forces armées centrafricaines ou la MINUSCA, avait alors déclaré le président du Conseil et ambassadeur de France, Nicolas Larivière, aux journalistes à l'issue de la réunion du Conseil. Ce qui nous a fait rire d'ailleurs cette année-là, à se poser les questions, comment est-ce qu'on peut parler d'embargo sur les armes qui pourraient être utilisées contre les civils, les militaires centrafricains? Pourtant, on va le dire ainsi, les terroristes qui sont justement de ce côté-là ont des armes plus sophistiquées que les armées régulières. La situation en République centrafricaine est effectivement dramatique, avec un niveau de violence très préoccupant, des violations des droits de l'homme, nous disent d'ailleurs les Nations Unies, et du droit international humanitaire. Eh bien, il faut le dire clairement, la dissémination des armes dans ce contexte fait partie du problème. Leur contrôle reste un enjeu majeur pour la sécurité du pays, avait déclaré M. de Rivière. Il déclara encore, et je cite, « Je souligne que l'embargo n'empêche évidemment pas la République centrafricaine d'acquérir les moyens de se défendre puisque le Conseil de sécurité a accédé à toutes les demandes qui lui ont été faites et l'objectif final est de lever l'embargo sur les forces centrafricaines », avait-il ajouté en juillet 2021. D'ailleurs, une question pour les Centrafricains. Comment comprendre que c'est un Français qui parlait au nom de la République centrafricaine en la personne de M. Rivière? La résolution qui avait été prise intègre également de nouvelles dispositions pour mieux préserver l'espace humanitaire en République centrafricaine. Eh bien, il déclare, je cite, « Le message ne pourrait être plus clair. Ceux qui mènent les attaques contre le personnel humanitaire ou médical pourront faire l'objet de sanctions », avait déclaré le président du Conseil de sécurité. L'embargo sur les armes est imposé à la République centrafricaine par le Conseil de sécurité depuis l'année 2013. Et cette année, ça va faire 9 ans. Et on nous fait savoir que cela va s'arrêter le 22 juillet prochain. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Edmond Kouyaté, panafricaniste et surtout économiste, qui est avec nous ce matin. Edmond Kouyaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve et merci de m'associer une fois de plus à ces échanges. Très heureux de vous avoir, Edmond Kouyaté, encore ce matin. L'embargo sur les armes du côté de la République centrafricaine prend fin le 22 juillet prochain. Et le groupe, on va le dire comme ça, d'assistants, s'arrête également le 22 août 2022. Est-ce une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ou alors tout simplement vous allez me dire que cet embargo sur les armes va être prolongé? Justement, je ne voulais pas doucher votre enthousiasme. Oui, vous savez. En vous disant de ne pas créer victoire très tôt. Vous avez raison. L'ennemi de l'Afrique n'a de cesse de faire preuve d'ingéniosité pour mettre en place des stratégies pour étouffer l'Afrique. Quand vous parlez du cas du Centrafrique, il faut savoir que ça, pour ceux qui connaissent un peu ce pays et l'histoire de ce pays, et dans quelle sauce, les sauces les plus infestes, les plus fétides, les plus lugubres, la France a bouffé ce pays jusqu'à faire de lui l'ombre d'un pays. Parce que le Centrafrique n'a jamais été un pays. Le Centrafrique, pays terriblement riche,
avec un sous-sol très riche. Mais aujourd'hui, vous avez des Centrafricains qui sont comme moins que des êtres humains, qui vivent moins que des êtres humains. C'est-à-dire, pour un bout de pain, tu peux entraîner un Centrafricain. Pour un bout de manioc, tu peux entraîner un Centrafricain. On a retiré la France, pas on, la France, dans sa boulimie, dans son cynisme légendaire, a retiré le caractériel humain à ce peuple, avec pour seul objectif de faire main basse sur le sol et le sous-sol centrafricain, de gloutonner tous les biens du sol et du sous-sol de ce pays. Ce pays n'existe pas. C'est par abus qu'on le reconnaît comme pays. Si vous avez suivi les confessions ignominieuses de Bokassa, feu, je ne dirais pas paix à ses cendres, parce que le rôle qu'il a joué avec le colon, c'est parce qu'il était tombé dans la déchéance justement du même colon qui a pris jusqu'à sa propre femme. C'est pour ça qu'il est passé aux confessions. Mais hélas, passons. Ça, c'est un autre débat. Mais si vous avez suivi ces confessions, vous allez comprendre ce que la France a fait de ce pays. C'est-à-dire que le cynisme france-africain s'est fait avec beaucoup plus d'acuité dans ce pays. Et donc, qu'est-ce que la France a fait? La France a fait de ce pays, il a saucissonné ce pays, il a balkanisé tout le territoire en petit empire qu'il a confié à des seigneurs de guerre sous son contrôle. Et ces petits seigneurs de guerre sont financés, équipés en moyens logistiques et organisés par la France. Ils ont pour mission de garder, si vous voulez, intactes les richesses que regorge, n'est-ce pas, le sous-sol centrafricain. Diamants, uranium, cuivre, pétrole, or. Et tout ce que vous savez que à l'époque, qui disait Centrafrique disait d'abord diamant. Vous avez suivi l'histoire des diamants de Bokassa avec Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing qui avait également une forêt entière à lui dédiée. Oui, à lui dédiée, où il faisait sa chasse, et où il faisait ses loisirs, et également là où il puisait un certain nombre de richesses, notamment les diamants qui ont rendu d'ailleurs non, je ne dirais pas paix à son âme, qui ont rendu Bernard Tapie trop riche. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont les diamants du Centrafrique, de Bokassa, qui rendent Bernard Tapie trop riche et font de lui un homme important, ministre, acteur, président d'un club de football, maire de la ville de Marseille. Voilà, c'est la folie. Chanteur et tout ce qui va avec. Chanteur et tout ce qui va avec. C'est la folie, n'est-ce pas, de grandeur issue de l'argent qu'il a reçu des diamants, n'est-ce pas, du Centrafrique, qui l'ont rendu ainsi. Et il n'était pas le seul. Ils sont beaucoup en France, n'est-ce pas, qui ont réussi à acquérir un patrimoine important et à asseoir un matelas financier très épais grâce aux diamants de Bokassa. Et donc, je disais, ces seigneurs de guerre, n'est-ce pas, s'assurer de ce que ces biens-là soient préservés. Et en retour, la France leur envoie des armes, leur envoie des munitions, leur envoie de l'argent pour payer leurs hommes et tout cela. Et la France a jusqu'à des aérodromes en pleine forêt centrafricaine où ils peuvent garer, où ils peuvent atterrir et décoller chargés de richesses, n'est-ce pas, centrafricaines, sans que l'autorité centrale, finalement, ne soit au courant. Et donc, c'est pour empêcher au gouvernement central, qui, il faut le dire, n'allait jamais au-delà de Bangui. L'autorité du gouvernement central ne s'était jamais étendue au-delà de Bangui. Dans l'arrière-pays, ils ne savent même pas ce qui se passe. Et donc, finalement, la France s'est rendue compte que s'il ne faisait pas un embargo sur les armes, l'armée centrale pouvait finalement passer outre la France et aller, n'est-ce pas, s'enticher un autre partenariat, les services d'un autre partenaire
pour acquérir des armes suffisamment lourdes et qui vont mettre en déroute, n'est-ce pas, les rebelles qui étaient à sa solde. Et c'est la raison pour laquelle la France a écrit une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies limitant, imposant un embargo sur l'importation d'armes. Sinon, on ne peut pas, pour un État qui est menacé par des rébellions de toutes sortes, il n'est pas compréhensible que finalement on impose un embargo sur l'importation des armes et qu'on lui retire les moyens de se défendre, n'est-ce pas, face à la rébellion. Et vous allez, pour bien comprendre cette supercherie, allez voir toutes les négociations de paix qu'il y a eu, que ce soit Khartoum 1, Khartoum 2, tout ce que vous voulez, Rabat, machin, il y a eu tellement de négociations de paix que finalement nous-mêmes, nous qui nous intéressons à ces questions-là, on ne se retrouve plus. Allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a des négociations de paix, les chefs de la rébellion ont toujours la part belle. C'est-à-dire, ils dominent toujours sur le gouvernement central. Soit on va leur donner des portefeuilles importants, on va leur dire que c'est vous qui allez contrôler la défense, c'est vous qui allez contrôler les finances, c'est vous qui allez contrôler. Et non seulement cela, mais à chaque fois qu'il y a des négociations, les chefs de la rébellion ont toujours leur téléphone et quand vous posez, n'est-ce pas, un sujet à débattre sur la table, ils vont d'abord dehors téléphoner pendant 5 à 10 minutes avant de revenir dans la salle. Ça, je vous dis des choses que je sais de quoi je parle. Oui. Ok, je sais très bien de quoi je parle. Et donc, c'est donc pour retirer à l'armée, n'est-ce pas, je veux dire, prétorienne, centrafricaine, les moyens de mettre en déroute toute cette rébellion et de faire échouer le plan des impérialistes français qu'ils ont imposé cet embargo, n'est-ce pas, sur le Centrafrique. Et du coup, l'État central devient très vulnérable et est obligé d'être toujours dans des négociations. En ce temps, je poserai donc la question, la Russie est-elle une alternative? Mais vous ne savez pas comment la Russie est arrivée en Centrafrique. C'est une histoire assez rocambolesque. C'est-à-dire que c'est le président centrafricain, l'actuel, professeur Faustin Archange Touadéra, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a une cargaison d'armes qui a été saisie en Somalie. Bon, quand on dit cargaison... Allez savoir quel genre d'armes il y avait à l'intérieur. Les armes qui dataient de Mathusalem, allons-y. Mathusalem, quelques Kalachnikov, quelques petits trucs, quelques brutis. Mais quand même, il s'est dit, bon, je peux m'en servir, au moins si ça peut permettre à mes gardes de pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la rébellion, surtout qu'à l'époque, l'ancien président Bozizé avait regroupé tous les rebelles sous la houlette de la France, parce que nous avons vu la lettre finalement. Il avait donc regroupé tous les rebelles pour venir déloger Touadéra. Touadéra, le président Touadéra, se sentant très menacé, a décidé d'acheter ces armes-là. Et puis, il prend toutes les dispositions pour faire venir les armes en Centrafrique, jusqu'à ce qu'un matin, on lui dise « c'est pas possible, ces armes ne peuvent pas arriver en Centrafrique ». Il demande pourquoi, on lui dit « il faut parler avec l'ambassadeur de France ». L'ambassadeur de France lui dit « non, je crois finalement il faut voir avec Paris, parce que finalement on nous a dit que ces armes ne peuvent pas arriver en Centrafrique parce que ce sont des armes qui sont tachées de sang. Ce sont des armes qui ont été saisies en Somalie, entre les groupes des rebelles, entre les mains des rebelles somaliens. Et finalement, la charte de l'ONU dit que quand les armes sont tachées de sang, on ne peut pas les envoyer en service dans un autre pays. Et finalement, on lui dit, il appelle Paris, il va à Paris pour négocier. Et Paris lui dit, non, tu vois, nous on a voulu lever cette résolution au Conseil de sécurité, mais c'est la Russie qui a bloqué. Et on lui dit il faut aller négocier directement avec la Russie. Jusqu'à ce que le président Faustin Archange Touadéra décide de voir l'ambassadeur russe en Centrafrique et lui pose le problème. Pourquoi vous pouvez me faire ça? Vous connaissez mes problèmes. Il lui dit mais non, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Mais dans tous les cas, il y a un sommet à Sochi. Et puis, tu vas profiter, je te prends un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. C'est lui qui traite de ces sujets-là. Et justement, quand il arrive à Sochi, il retrouve Sergueï Lavrov et il dit à Sergueï, ben, écoute, voilà mon problème. Vous avez voté une résolution, vous avez bloqué une résolution qui me permettait, avec votre droit de veto, qui me permettait finalement d'avoir des armes pour me défendre. Pendant qu'ils discutent,
Sergueï Lavrov lui dit, mais de quelle armée il s'agit même? Il lui donne donc le numéro de la cargaison et Sergueï s'en va se renseigner, il se rend compte que c'est des brutis et il lui dit, mais attends, c'est pas avec ça que tu vas défendre un pays, ça c'est des histoires. Et comme il lui avait expliqué un peu son histoire, il lui dit, mais écoute, on peut faire mieux que ça. On peut s'arranger à ce que tu aies véritablement de quoi défendre un pays. Et c'est comme ça, de but en blanc, il lui dit, mais écoute, pour en parler, le sujet me semble sérieux, je te prends un rendez-vous avec Vladimir Poutine, le grand-père, on va en parler tous ensemble. C'est comme ça qu'ils en parlent tous ensemble. Il lui dit, ben, écoute, ne te gêne pas, je vais t'arranger ça. Et puis, je vais même d'abord... Il lui dit, le président Archange Touadéra qui de lui dit, mais écoutez... tout ce qu'on décide ici, je ne suis même pas sûr que je vais arriver en Centrafrique parce que si la France est au courant, c'est mal barré pour moi. Peut-être qu'avant même que je n'arrive, ils m'auront fait un coup d'État. Comme ils l'ont souvent fait. Et on lui dit, Poutine lui dit, écoute, t'en fais pas, on va prendre des dispositions. C'est comme ça qu'il y a d'abord un premier contingent, n'est-ce pas, d'instructeurs russes qui débarquent en Centrafrique, met un peu de l'ordre, arrange sa sécurité, et puis il lui dit, ben écoute, je vais moi-même, mon avion va aller te déposer. Et c'est comme ça qu'il revient en Centrafrique. Et avec une coopération, n'est-ce pas, avec russo-centrafricain, il réussit donc à sécuriser, à récupérer une bonne partie du territoire et à mettre en déroute tous ceux qui étaient au service des Français et qui, n'est-ce pas, contrôlaient une bonne partie du territoire. On les a mis en déroute, on les a chassés. Beaucoup se sont rendus. Quand ils se sont rendus compte de la puissance de feu qui était en face, ce n'était plus les petits trucs des années de Mathusalem là. Ils ont senti qu'il y avait une puissance de feu en face. Beaucoup se sont rendus, beaucoup ont fui vers le Tchad puisque c'était la plupart des mercenaires venant du Soudan, de l'Érythrée et un peu de partout, du Libéria et autres. Donc, beaucoup sont rentrés chez eux et le professeur Faustin Archange Touadéra a réussi quand même à asseoir l'autorité de l'État sur, n'est-ce pas, une bonne partie du territoire du pays. Rappelez-vous, c'est ce qui a fait jaspiner, comment vous l'appelez, Yves Le Drian, et au point où il a manqué, n'est-ce pas, d'élégance diplomatique, et c'est alors que le problème de Wagner, où on disait, oh, c'est les mercenaires de Wagner, c'est des criminels, c'est des gens qui ne font, ils n'accordent aucune place aux droits de l'homme, ils font des exactions, ils mutilent des enfants, ils bouffent même des gens, ils vivent de la chair humaine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit finalement? Mais on a très bien compris que c'était une campagne de sabotage pour ralentir, n'est-ce pas, ou alors freiner, ou alors tout simplement arrêter, n'est-ce pas, finalement la décision. Cette fin du mois, le 31 juin prochain, les Centrafricains, ou alors les autorités centrafricaines devront recevoir d'autres armes venant justement de la Russie, si jamais l'embargo sera élevé le 22 juin prochain, plus que quelques jours. L'embargo doit être levé. Aucun pays ne doit être placé sous embargo. Et je sais que cette fois-ci, si la France veut prolonger, la Russie va mettre son droit de veto pour empêcher justement que cette résolution ne soit votée. Et donc c'est certain. C'est certain parce que c'est la même chose qu'ils ont voulu faire du côté de Mali, empêcher le Mali d'importer des armes, et la Russie a mis son veto et la Russie a envoyé des armes suffisantes qui aujourd'hui ont permis aux autorités de transition maliennes de récupérer, n'est-ce pas, le territoire qui était occupé à 80%. Oui. Vous avez très bien compris que les manœuvres ne cessent pas. Avec la dernière actualité qui se développe là-bas, nous en reviendrons certainement. Mais je vais dire que à date, j'ai bien conscience que la Russie et la Chine vont bloquer, n'est-ce pas, la résolution de prorogation finalement de cette histoire. Pourtant, ça fait 9 ans que ça dure. Edmond Kouyaté, 9 ans d'embargo sur les armes. 9 ans que ça dure. Mais sauf qu'entre-temps, tous les autres présidents qui arrivaient, que ce soit Patassé, que ce soit Bozi, Diotodia, Samba Panza. Oui, ils étaient un peu dans des compromissions. Finalement, ils étaient conformistes et ils se disaient il vaut mieux qu'on fasse avec la France et gérer au moins ne serait-ce que Bangui plutôt que d'aller vouloir s'opposer à la France et se faire dégager, n'est-ce pas, du jour au lendemain par un coup d'État. Et donc, ils s'accommodaient de cette décision. Ils ne voulaient pas poser des actes courageux pour eux gérer le Centrafrique, mais
juste en gérant Bangui, pour eux, c'était déjà suffisant. Au moins, il a les honneurs de chef d'État et il bénéficie de quelques privilèges parce que la trésorerie centrale, c'est lui et tout ça. Donc, pour eux, c'était suffisant. Il vaut mieux ne pas aller chercher Noise au monstre français qui, à tout moment, peut dégager parce que vous connaissez un peu l'histoire de ce pays. Depuis David Dacko, Bokassa, Boganda d'abord, David Dacko, Patassé, Bokassa et tout ça. Tous sont venus par coup d'État et tous sont partis par coup d'État. Certains sont arrivés au pouvoir en pyjama. Allons-y. Certains sont arrivés au pouvoir en pyjama, venant tout droit de Paris, parachutés depuis Paris. Et on ne va pas également oublier le coup d'État de la Saint-Sylvestre. De la Saint-Sylvestre, tout ça. Donc, c'est des choses assez très compliquées. Et tous avec conscience de cela. Et voyez un peu le monstre France comme finalement un défi irréalisable que il vaut mieux plutôt, n'est-ce pas, s'en éloigner plutôt que de l'affronter. Et donc, de ce fait, ils faisaient des compromissions, ils acceptaient, n'est-ce pas, de vivre de cette façon et de se dire si ça peut me permettre de faire 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans à la tête de l'État et de profiter au maximum des privilèges que confère, n'est-ce pas, finalement, le statut du chef d'État, moi, ça me suffit. C'est pour ça que le Centrafrique n'a jamais véritablement posé les jalons d'un État réel, d'un État vraiment souverain, d'un État moderne. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays où vous verrez qu'un président a osé dire par exemple que je vais goudronner 100 km de route pour aller pour interconnecter les régions. Ça n'existe pas parce que chacun se disait oh bon moi je bénéficie de quelques privilèges et puis moi ça me va, il vaut mieux ne pas aller chercher Noise. Et donc le seul qui a eu ce courage finalement, de la posture d'un chef d'État qui est véritablement là pour travailler pour son pays, c'est le professeur Faustin Archange-Touadéra, à qui nous disons bravo et à qui nous demandons de continuer. Et nous savons très bien qu'avec ce nouveau partenariat tissé avec la Russie, ça va leur permettre, n'est-ce pas, véritablement de redorer le blason de leur armée et finalement d'acquérir des moyens de défense solides qui vont permettre de sécuriser le territoire et d'empêcher l'installation de nouveaux groupes rebelles. Et pendant ce temps, le mandat du groupe d'experts assistants, le comité des sanctions contre la RCA, son mandat va s'arrêter également le 31 août prochain. À quoi il sert ce comité? Comité de sanctions contre la RCA, c'est quoi ça? C'est quoi ces incongruités? Mais on entend ça qu'en Afrique. Mais pourquoi nous acceptons des choses comme ça? Et je dois vous dire que je suis très écœuré de savoir que des choses comme ça existent. Le peuple centrafricain n'est même pas au courant, il ne sait même pas ce que c'est. Mais il subit les affres de cette histoire, malheureusement. Vous avez ce que vous appelez l'UA, c'est ça, l'Union africaine, qui dit rien. Vous avez le président de l'Union africaine qui dit rien. Des choses comme ça, c'est décidé loin du continent africain, mais contre les Africains. Sans que jamais les organismes, n'est-ce pas, continentaux, sous-régionaux, régionaux et tout ça, personne ne dit rien. Mais il suffit que demain, le professeur Archange Touadéra ou tout autre président soit, n'est-ce pas, dans des bisbilles avec la France, vous allez voir l'ONU sortir, pondre des communiqués, dire comment, si ça ne se passe pas comme ça, on va faire ceci. Vous avez vu le cas avec le Mali. On est allé jusqu'à imposer des sanctions, tout simplement parce que dans une dynamique d'affirmation de son indépendance, sa dignité, les autorités de transition maliennes avaient décidé de bouter la France hors de son territoire. Vous avez vu une gesticulation de la CEDEAO, une gesticulation de l'Union africaine, une gesticulation de toutes ces organisations barbares, anthropophages, n'est-ce pas, qui ne sont jamais là au service des Africains, qui sont des bras séculiers de l'impérialisme occidental contre l'Afrique. Ils vont sortir. C'est quoi un comité de sanctions contre? C'est quoi ça? Ça sert à quoi? C'est pour qui l'a installé? Pourquoi? Non mais il faut qu'on arrête ça. Donc, il faudrait que leur mandat arrive non seulement à terme, le 31 août prochain, mais que plus jamais cela n'existe sur le sol africain. Les Africains sont suffisamment matures pour connaître de leurs propres problèmes. Et puis, votre ONU, il nous sert à quoi votre ONU depuis que ça existe? Je dois vous rappeler que les soldats onusiens sont quand même en RDC depuis 30 ans, 40 ans, passant par. Vous avez entendu que la paix est revenue en RDC? La RDC est toujours en conflit
ça a encore failli exploser dernièrement avec le Rwanda, qui a la main mise sur tout l'Est, n'est-ce pas, de la RDC, et qui a pulvérisé des rebelles du M23 qui sont supportés, n'est-ce pas, soutenus, financés par le Rwanda, par l'Occident à travers le Rwanda. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pourquoi? Parce qu'on veut puiser le coltan, le cuivre, le lithium et toutes les matières premières de la RDC sans que les Congolais ne bénéficient de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on crée des couloirs bizarres, des couloirs parallèles. Je dois vous dire, vous ne savez pas, il y a des mines géantes, gigantesques en RDC dont le gouvernement central n'est même pas au courant. Mais ils exploitent du cuivre, manganèse, coltan, tout ce qu'ils veulent exploiter et ça ne bénéficie ça ne profite à aucun Congolais. Pareil en Centrafrique. Et si vous avez aujourd'hui un président en RDC de la trempe de Lumumba qui veut dire que je vais mettre de l'ordre ici, vous allez voir tout de suite un comité pareil naître. Vous avez une résolution de l'ONU pour mettre un comité pareil. On va dire qu'il faut un comité de sanctions. C'est quoi toutes ces incongruités qui n'ont de sens qu'en Afrique, sans que jamais ceux qui font office de chef d'État en Afrique ne se lèvent pour dire mais nous ne voulons plus de ça chez nous. Pourquoi les Africains ne peuvent pas travailler pour l'Afrique et pour les Africains? Pourquoi les Africains, vous avez vu par exemple, je suis très écœuré quand je dois parler de l'Afrique, parce que finalement on dirait que les Africains ce sont des êtres, ce ne sont pas des êtres à part entière, ce sont des êtres à part et qui sont conditionnés pour, n'est-ce pas, travailler contre eux-mêmes et pour travailler uniquement pour les autres. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'une poignée de griots, de charlatans, n'est-ce pas, qui vont s'enticher les services des Blancs parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, profiter de certains privilèges personnels au détriment de tout un continent. Il ne faut pas que leur comportement, finalement, déteigne sur l'ensemble de tout un continent au point où on croit que l'Afrique, c'est un continent de zozo, c'est un continent de bachibouzou, n'est-ce pas, qui sont là à se plaire, à se faire la guerre, à s'entretuer, à tuer eux-mêmes. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, il faut qu'on comprenne qu'il y a des hommes en Afrique, il y a toujours eu des hommes en Afrique. Quand on parle de Lumumba, quand on parle de Boganda, quand on parle de Sankara, quand on parle de Nkrumah, ce sont des hommes qui ont fait la fierté et la grandeur de ce continent. Si on leur avait laissé la possibilité d'implémenter la politique qui était la leur, par exemple avec quelqu'un comme Oumyobé au Cameroun, j'ai toujours dit aux gens, ne me dites plus jamais qu'on a eu l'indépendance en 1960. Ce n'était pas une indépendance, c'était un deal entre le colon et ses collabos pour dire, bon, écoutez les gars, moi je vais vous laisser là puisque ma présence semble faire problème. Vous restez là et puis moi je vais partir. Mais sachez que vous allez implémenter exactement le script que moi je vais vous dire. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, les gens viennent vous dire que le Cameroun a été indépendant. Le Cameroun n'a jamais été indépendant. C'est pour ça qu'il y a une formule que j'aime bien qui dit qu'on a refusé l'indépendance à ceux qui en demandaient le plus et qui savaient quoi en faire, pour demander à ceux qui n'en voulaient, pour donner à ceux qui n'en voulaient pas et qui ne savaient pas du tout ce qu'il fallait en faire. Et nous sommes dans ce chemin jusqu'aujourd'hui. Et c'est le cas pour tous ces pays-là. Et donc, des incongruités pareilles, franchement, il faut que cela prenne fin. Donc, vivement que le 31 août arrive très rapidement, que l'on mette fin à cela et qu'on laisse le Centrafrique, franchement, s'épanouir, poser les bases d'un État moderne, d'un État réel, parce qu'il ne l'est pas encore. Mais nous espérons que ça le sera avec la fougue et le dynamisme du président Faustin Archange Touadéra. Merci à vous, Edmond Kett, d'avoir été des nôtres. Et nous attendons avec impatience le 22 juin prochain, fin de l'embargo et surtout la fin du mandat de ce groupe d'experts qui contrôle d'ailleurs la RDC le 31 août prochain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Bonne journée à toutes et à tous.